destruction. On ne peut pas toujours se plaindre de la puissance et de l'aspect négatif de ceux qui sont ontologiquement les adversaires de notre peuple. Mais on doit d'abord aujourd'hui, entre nous, se questionner sur les responsabilités qui sont les nôtres par rapport aux drames qui arrivent à notre peuple. Je sais que certains attendaient peut-être que j'appelle à détruire certaines institutions ou à détruire certaines ambassades. Non. Le seul ennemi numéro 1 du peuple noir et du peuple haïtien, ce sont les limites que nous nous fixons. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est la corruption que nous laissons rentrer dans nos rangs. Le seul ennemi du peuple haïtien, ce sont les égos et la jalousie mal placée qui fait en sorte que nous ne sommes pas capables de nous unifier pour résister à ceux qui veulent nous asphyxier. Le seul ennemi du peuple haïtien, c'est l'injustice sociale qui fait qu'une minorité a tout, pendant que la majorité vit dans une effroyable pauvreté. On ne peut pas passer notre temps à critiquer le néolibéralisme à l'extérieur quand nous avons une petite caste à l'intérieur qui prend 95% des richesses et qui laisse 99% de la population avec 5% des richesses à se partager. Ce n'est pas possible. Oui, le colonialisme est à Washington. Oui, le colonialisme est à Paris. Oui, le colonialisme est au Canada. Mais on doit commencer par lutter contre le colonialisme à l'intérieur de nos rangs. Des dirigeants qui prennent leurs ordres de l'extérieur, qui acceptent d'être, comme le disait la Boétie, dans la la soumission volontaire, la servitude volontaire, sont des gens qui sont les adversaires numéro 1 du peuple haïtien. Et si nous ne prenons pas conscience que lorsque les élites ne font pas leur travail, le peuple doit le faire lui-même, nous ne serons pas capables de faire bouger les lignes pour que notre peuple puisse plus que jamais se libérer. Je vais vous parler, n'applaudissez pas encore, je n'ai pas commencé. Je vais vous parler d'une révolution qui a été initiée, de cela quelques années, 10 ans, on pourrait le dire même en réalité, en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est coutume pour toute personne noire dans le monde de parler des présidents de l'AES. Et je rends un hommage particulier au président auquel je suis le plus lié institutionnellement, le président du Niger, Abdourahmane Tiani. Je vous demande de l'applaudir très fortement, s'il vous plaît. Je rends hommage aussi à mon frère, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Je rends hommage à mon frère, le président du Mali, Assimi Goïta. Mais je vais être obligé de rendre encore plus hommage à ceux qui sont responsables de l'émergence de ces dirigeants. Parce que l'erreur cyclique de notre population, c'est de croire que ce sont des hommes ou des femmes providentielles qui font la révolution. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les 3 dirigeants que je viens de citer ne sont pas les initiateurs d'un processus révolutionnaire. Ils sont le résultat d'une mobilisation de plusieurs années, des masses populaires de cette région qui ont décidé de prendre en charge leur destinée, qui ont décidé d'arrêter de subir la persécution, qui ont décidé d'arrêter de subir l'injustice sociale. Ils voyaient la corruption comme vous la voyez. Mais à un moment donné, ils ont dit, il faut que chacun mette ses différences de côté. Il faut qu'on arrête les batailles au niveau horizontal et qu'on agisse dans le cadre du combat au niveau vertical. Unifier la base et se battre contre le sommet. Ils se sont mobilisés, nous les avons accompagnés, nous nous sommes au milieu d'eux, en première ligne même, mobilisés. Nous avons réussi à bousculer les régimes marionnettes de l'Occident. Le président du Mali est tombé. Le président du Burkina Faso est tombé.
Le président du Niger qui mettait, quand nous venions faire des manifestations contre la puissance néocoloniale au Niger, qui mettait des drones juste au-dessus de notre résidence, qui nous surveillait, qui nous persécutait, qui nous faisait agresser par ces chiens de service. Le président du Niger a chuté parce que le peuple a décidé de croire en lui-même. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre le peuple au Sahel et le peuple haïtien? Le peuple haïtien est à la base de la révolution au Sahel. La révolution haïtienne est la matrice du combat qui se déroule aujourd'hui au Sahel. Et les gens ne le savent pas, ne le disent pas assez. Mais moi, je veux insister sur ce fait. Lorsque nous menons la révolution, j'écris un livre en 2018 qui s'appelle L'Afrique libre ou la mort. Un chapitre entier de ce livre est dédié à Haïti. Entier. Et je déclare que c'est le pèlerinage sur cette terre, le fait d'être en adéquation avec le peuple ici présent, de me revitaliser en voyant les conditions de ma population et la résilience de notre peuple. En me rappelant comment Dessalines, comment Félicité, comment Boukman Tuti et tous ceux qui ont fait la révolution se sont organisés. Comment ils ont réussi à mettre sur pied un système de résistance qui a bousculé l'Occident. Et c'est ce qui fait que nous initions la campagne contre le franc CFA. C'est ce qui fait qu'après la campagne contre le franc CFA, nous initions la campagne contre les bases militaires. Et c'est la campagne contre les bases militaires qui accélère le processus de déstabilisation des présidents marionnettes. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vois plein de gens parmi vous qui regardent en rêvant de ce qui se passe au Sahel, en se disant c'est magnifique, vous les enviez. Il est temps d'arrêter d'admirer ce qui se fait loin et de réaliser que ce qui se fait loin, vous pouvez le faire encore plus ici. Qui est-ce qui empêche, avec aujourd'hui l'aide d'Internet, d'organiser des mobilisations contre les différents adversaires de nos populations, ceux qui pillent les ressources du pays? Numéro 1, les puissances néocoloniales qui se présentent comme vos amis. Numéro 2, et troisième point, contre ceux qui acceptent d'être instrumentalisés pour déstabiliser le pays. Qui est-ce qui vous empêche de vous mobiliser pour cela? Qui est-ce qui vous empêche de vous organiser comme les gens se sont plaints, se sont mobilisés contre les détournements de Pétro-Caraïbes, etc. Qui est-ce qui empêche notre peuple ici à Haïti de commencer les mobilisations contre ceux qui sont les ennemis en réalité identifiés? Il faut que chacun d'entre nous se pose des questions. Le seul ennemi que nous avons, ce sont les limites que nous fixons. Les seuls ennemis que nous avons, c'est l'absence de foi en nous-mêmes. Les seuls ennemis que nous avons, c'est le manque de confiance en nous-mêmes. J'ai lancé un appel aux gangs. J'ai eu plusieurs chefs de gang qui, depuis le début de notre séjour, nous ont contactés. Nous allons rendre public d'ici quelques jours leurs propositions par rapport à l'appel que j'ai lancé. J'ai dit aux chefs de gang qu'ils devaient baisser les armes contre le peuple. Parce que les ennemis des gangs, ce n'était pas le peuple haïtien, c'était ceux qui leur donnaient les armes pour tirer sur le peuple haïtien. Vous allez être surpris d'apprendre d'ici quelques jours que des chefs de gang parmi les plus puissants ont compris le message que nous avons lancé et sont prêts à cesser de pointer les armes sur le peuple et de s'organiser comme une force citoyenne pour résister contre le système néocolonial. C'est pour ça que le gouvernement américain ne voulait pas que nous soyons là. C'est pour ça que le gouvernement français ne voulait pas que nous soyons là. Parce qu'ils veulent faire croire au peuple noir que l'ennemi du noir, c'est le noir en tant que tel. Et quand le noir finit par comprendre que celui qui est en face de lui est son frère, quand il finit par comprendre que celle qui est en face de lui, ce n'est pas une personne à attaquer, à agresser, à violer, mais une sœur et une femme à protéger, la dynamique finit par changer. Si le prolétariat haïtien
et les gangs comprennent qu'ils ont un ennemi en commun. Comment pensez-vous que ceux qui sont en train d'occuper le pays, comment pensez-vous que ceux qui sont en train de coloniser les esprits vont fonctionner? Ils vont tous faire leurs valises et ils vont rentrer à Washington, à Paris, au Canada et ailleurs, parce qu'ils sauront qu'ils sont identifiés comme les forces déstabilisatrices du pays. Je ne fais pas partie de ceux qui se réjouissent quand l'Union africaine, qui a à sa tête un certain nombre de corrompus, en recevant les ordres des États-Unis, en recevant les ordres de l'Union européenne, envoie des militaires kenyans pour tirer sur les frères qui sont ici, qu'on appelle les gangs. Le problème, ce ne sont pas les gangs. Le problème, ce sont ceux qui livrent les armes aux gangs en tant que tels. Le problème, ce sont ceux qui font en sorte que les gangs terrorisent le pays pour créer l'anarchie et que plus personne ne veuille venir ici à Haïti. Et c'est pour ça que j'ai fait partie de ceux qui se sont réjouis quand Donald Trump a dit qu'il voulait arrêter USAID. Certains ont pleuré, j'en connais. Certains se sont dit, oh, on n'aura plus de financement, j'en connais. Mais il faut que notre peuple apprenne à vivre sans l'aide de ceux qui veulent nous voir noyer. C'est lorsque, et c'est vous, peuple haïtien, qui nous avez montré l'exemple au niveau mondial. C'est lorsque l'esclave rebelle décidait de quitter la plantation, se retrouver livré à lui-même, dans l'incertitude, dans l'insécurité, dans l'instabilité. C'est dans ces moments-là de transcendance et de dépassement que l'esclave rebelle finissait par trouver sa voie pour agir dans le cadre de l'autodétermination. Nous n'avons pas besoin de l'aide des gens qui se considèrent comme les messies d'Haïti. Le seul messie d'Haïti, c'est l'haïtien et l'haïtienne en tant que tel. Le seul messie d'Haïti ne peut pas venir de Washington, de Paris ou du Canada. Le seul messie d'Haïti, c'est l'homme haïtien, la femme haïtienne, le jeune haïtien, la jeune haïtienne, la jeunesse prolétaire, la jeunesse universitaire. Tous ceux qui sont sur ce sol, qui sont dans la diaspora et qui comprennent qu'ils ne peuvent respirer chaque jour sans penser à comment faire pour relever Haïti. Ce qui nous manque, c'est le rappel de ce que signifie le panafricanisme. La cérémonie du bois caïman, c'était l'unité de diverses esclaves rebelles, de différentes ethnies, de différentes approches spirituelles. Ils ont décidé de mettre leurs désaccords de côté. Ils ont décidé de mettre leurs égos de côté. Ils ont versé leur sang. Et ils ont fait vœu commun de transcendance pour libérer leur population. Cet exemple-là a créé le panafricanisme. Cet exemple-là est la matrice politique, idéologique, culturelle du panafricanisme qui signifie l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Il n'y aurait pas de révolution haïtienne à travers cette cérémonie du bois caïman, il n'y aurait pas eu la révolution panafricaniste. Il n'y aurait pas eu de Marcus Garvey, il n'y aurait pas eu de Malcolm X, il n'y aurait pas eu de Kwame Nkrumah, il n'y aurait pas eu de Thomas Sankara, il n'y aurait pas d'Ibrahim Traoré aujourd'hui s'il n'y avait pas la démarche de révolution haïtienne en tant que telle. Mais comment pouvez-vous inspirer le reste de l'humanité noire et ne pas comprendre que si vous êtes les inspirateurs, vous devez réactiver cette pensée en vous-même? Vous n'avez même pas besoin de Kémy Séba. Vous n'avez même pas besoin d'urgence panafricaniste. C'est nous qui avons besoin de vous. C'est le monde noir qui a besoin d'Haïti. C'est le monde noir qui a besoin de votre réveil. C'est le monde noir qui a besoin de votre résurrection. C'est le monde noir qui a besoin que vous remettiez plus que jamais dans vos cœurs et dans votre esprit le courage et la flamme qui a plus que jamais au commencement ravivé les espérances. Haïti est à une croisée des chemins. Vous pouvez soit aller vers la destruction définitive ou aller vers la résurrection ultime qui pourra être un outil géopolitique fondamental pour le reste de l'humanité.
Haïti est, géographiquement parlant, un pays qui est un problème pour l'oligarchie d'Occident. Vous êtes à proximité des États-Unis, à quelques heures de Miami. Le gouvernement américain sait que s'il y a une démarche révolutionnaire ici, il va se retrouver avec une situation bien pire qu'à l'époque de Cuba, du grand Cuba, lorsqu'ils étaient à proximité du territoire américain et qu'ils étaient dans une dynamique géopolitique.